Mais d'abord, on va parler de notre système d'éducation. Il faut dire que cette semaine, il y a des données vraiment inquiétantes, en fait, qui ont été dévoilées, notamment concernant les élèves en difficulté. Et là, il semble qu'il y en ait de plus en plus dans nos écoles à travers la province. Les chiffres, là, vous allez voir, qui parlent d'eux-mêmes. Au public, on dit qu'il y a 30 des élèves du secondaire qui sont considérés comme étant en difficulté. On dit qu'en 2 ans, il y a 15 000 élèves en difficulté qui se sont ajoutés au secondaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique la situation? Il y a 2 écoles de pensée. D'un côté, il y a ceux notamment qui croient que l'augmentation s'explique par une hausse des dépistages et de l'autre, ceux qui estiment que les compressions en éducation ont fait chuter le nombre d'interventions précoces auprès des élèves à risque. Je vais discuter de la situation avec quelqu'un qui est touché de près justement par la problématique des élèves en difficulté. C'est Anne-Marie Lécuyer qui est avec moi. Elle est porte-parole de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Voilà. Madame Lécuyer, bonjour. Bonjour. Juste avant de commencer, la coalition, c'est quand même assez récent. Expliquez-nous comment ça s'est formé et quel est donc votre but, votre objectif? Je vous dirais que d'abord et avant tout, comme vous le mentionnez, c'est pas toujours évident comme maman avec des enfants à besoins particuliers d'avoir une voix, d'être soutenue, de se sentir compétente. Donc, de ces malaises-là, je vous dirais, est né via les réseaux sociaux. Heureusement, ça s'est mis en place il y a quelques années. Ça nous a un peu sauvés, d'ailleurs. Et donc, ça nous a permis, entre mamans, de créer des liens, de s'apercevoir qu'on n'était pas seuls. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de créer une coalition, donc un organisme dans lequel des mères, d'abord et avant tout, bénévolement, se sont regroupées pour avoir une voix, un pouvoir au niveau du gouvernement. Ce mouvement-là s'est créé en date à peu près du printemps 2015, un peu en même temps que le mouvement Protégeons nos écoles, nos écoles publiques, pardon. Et à ce moment-là, on a mis différentes choses en branle. Et cette année, en date du 18 février, a eu lieu la fondation officielle, si on veut, de cette coalition-là. Parfait. Donc, un regroupement de mamans, on essaie justement... Des fois, quand on est ensemble, on se sent un peu plus fort pour affronter des situations qui ne sont pas toujours faciles. Et là, donc, vous avez vous-même un enfant qui est au secondaire en ce moment et qui a des problèmes d'apprentissage. Comment ça s'est passé de votre côté? Est-ce que là, il y a un diagnostic précis qui a été posé? Oui. Mon fils a obtenu des diagnostics précis. Mais je tiens à mentionner qu'à la coalition, on ne veut pas simplement être du côté où on veut absolument avoir des diagnostics parce qu'on s'est aperçu au travers de nos recherches, au travers des écrits qu'on a pu constater, que malheureusement, on ne doit pas simplement vouloir avoir des diagnostics. Nous, on veut vraiment qu'on ait une aide qui soit accessible à tous les enfants. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on observe un besoin dans le milieu scolaire, on se dit qu'on se devrait de tout de suite mettre en place des choses. J'imagine aussi que ça prend du temps avant d'en arriver à un diagnostic. Donc, tout ce temps-là, l'enfant a quand même besoin de soutien. Là. Oui, tout à fait. Puis l'aide qu'on a besoin, le soutien qu'on a besoin, c'est peu importe le diagnostic qu'on obtiendra au bout de la ligne. Parce que ce soit un enfant qui soit dyslexique ou un enfant qui a un trouble au niveau du spectre de l'autisme, les besoins de chaque enfant demeurent quand même individuels. Là. On rentre chaque enfant dans une certaine catégorie. Donc, ce qui s'est passé, moi, avec mon fils, c'est que j'ai dû, par moi-même, aller à plusieurs reprises au privé pour venir à bout d'obtenir des diagnostics. Donc, au privé, ça veut dire que vous payez de votre poche. Oui, tout à fait. Et c'est cher, là, oui, je vous dirais, là, par exemple, une évaluation pour évaluer un trouble de dyslexie ou un trouble au niveau de la lecture, de l'écriture, c'est facilement autour de 1 500 $ pour avoir une évaluation. Imaginez, c'est pas toutes les familles non plus qui peuvent se payer ces services-là. Oui, tout à fait. Et moi, j'aime bien toujours faire le parallèle, si on veut, avec la santé physique. Est-ce que des enfants qui ont des troubles de santé physique, que ce soit du diabète, de l'épilepsie, ont la nécessité d'aller au privé, de débourser par eux-mêmes des sommes d'argent pour aller chercher des diagnostics ou possiblement pour aller chercher de l'aide, si on veut? Le malaise qu'il y a aussi, c'est qu'on manque de ressources, c'est flagrant dans les milieux scolaires, on manque de professionnels, on manque de sous, mais on ne veut pas non plus mettre toujours tout sur le blâme du fait qu'on a eu beaucoup de coupures. Je pense que le fait qu'il y ait 15 000 nouveaux cas qui ont été décelés ou qui ont été rapportés, nous, à la coalition, on ne peut pas dire que ça nous surprend. Je pense qu'il faut se rappeler que ça continue, c'est quand même nouveau comme science, si on peut dire, au niveau des connaissances qu'on a, au niveau de tout ce qui est des troubles ou des problèmes, là, si on veut, qui apparaissent de façon invisible, si on veut. J'avoue, parce qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, on parlait pratiquement seulement d'enfants qui étaient hyperactifs, de Ritalin notamment. Et là, est venu vraiment avec les années plusieurs autres problèmes qui, des fois, découlent justement de l'hyperactivité. Là, mais il y a vraiment toute une panoplie de problèmes d'apprentissage. Là. Oui. Bien, je vous dirais que, dans le fond, il y a plusieurs
comorbidités qu'on appelle, donc des troubles qui sont connexes, qui sont interreliés, que ce soit au niveau du trouble déficitaire d'attention, que ce soit au niveau du spectre de l'autisme, au niveau de la dyslexie, dysorthographie. C'est des troubles qui viennent souvent ensemble, mais pas toujours. Ouais. Et donc, c'est sûr qu'on est plus habilité à les reconnaître, à les diagnostiquer, ce qui fait que plus on va intervenir rapidement, plus on va s'apercevoir qu'il y aura une meilleure chance de réussite au niveau scolaire et donc au niveau de notre vie en entier, parce qu'il y a dernièrement encore là des rapports qui sont sortis où est-ce que c'est prouvé que plus on a des études sur une certaine longue période de vie, le secondaire 5 ou au pire un cours professionnel ou au collégial, c'est certain qu'on s'assure une meilleure qualité de vie par la suite. Et là, j'imagine que ça doit être difficile aussi en tant que famille, là, quand on se retrouve comme ça avec un enfant qui a un problème d'apprentissage. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. On se tourne vers qui à la base? J'imagine qu'on essaie d'aller trouver un support d'abord à l'école. Vous dites que vous avez été obligé de vous référer au privé, mais j'imagine qu'au départ, vous vous êtes tourné davantage vers le système scolaire. Oui, tout à fait. Je vous dirais un peu comme quand on a un problème de santé mentale, plutôt de santé physique. On irait vers les centres hospitaliers, notre médecin de famille. Moi, je vous dirais, c'est sûr qu'on s'est tourné vers l'école d'abord et avant tout. Et c'est l'école, moi, qui me rapportait au tout début que mon fils avait, entre autres, possiblement un trouble au niveau du comportement. Excusez-moi, c'est pas un comportement, mais c'est vraiment un trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'était physiquement. Ce qu'on voyait, c'est qu'il dérangeait, il chamboulait beaucoup les jeunes, il brassait beaucoup ses camarades, il se dépêchait à vouloir aller à l'extérieur. À ce moment-là, moi, on m'a interpellée. Au bout de 3 semaines d'école, là, en première année, mais ça m'a pris comme 4-5 mois avant, avec des démarches de ma part, pour pouvoir rencontrer, si on veut, la direction et mettre des choses en place. Et ensuite de ça, pouvoir débuter une médication qui, à ce moment-là, s'avérait juste, mais ça aurait pu être d'autres possibilités. Et ensuite de ça, ça s'est échelonné toute le primaire. Et encore maintenant, au secondaire, on a remis un portable à mon fils. On lui prête tout le long de son secondaire. Mais malheureusement, le portable qu'on lui prête, il est, je vous dirais, désuet, pas assez rapide. Les logiciels ne sont pas toujours fonctionnels. C'est long d'avoir aussi des modifications lorsqu'on observe des malaises auprès du jeune, de pouvoir faire des changements, de trouver le bon spécialiste dans l'école. Donc, oui, c'est vraiment laborieux. Là, donc, ce que j'en comprends, c'est que c'est une bataille qui est quotidienne. Oui, je vous dirais pour moi, pour la plupart des parents qui sont impliqués comme ça. Puis encore, faut-il avoir la capacité de pouvoir s'impliquer, de s'intéresser. Je vous dirais, par exemple, que souvent, ce qui fait qu'on a aussi autant de détection ou j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de ces cas-là. Je vous dirais que souvent, c'est dans la même famille qu'on retrouve ces cas-là. Mais comme vous le disiez, qu'il y a de cela 20, 30, 40 ans, on ne les détectait pas. On disait de ces enfants-là que c'était des paresseux, que c'était les petits turbulents de la classe, c'était les dérangeants, c'était les lunatiques. Alors que maintenant, on sait que c'est possiblement un déficit d'attention avec hyperactivité, un déficit d'attention, mais carrément où est-ce qu'on est dans la lune et on ne dérange pas. Il y a des gens, des parents, que quand les enfants se font évaluer, diagnostiquer, ils se aperçoivent que le chapeau, il leur fait eux aussi. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que... Mais en même temps, c'est très, très bénéfique parce qu'il y a plusieurs adultes maintenant qui sortent sur la place publique et qui disent « Enfin, je suis capable de savoir pourquoi je suis différent. » Ça ne m'ouvre pas nécessairement en plus, ça ne m'ouvre pas plus de portes, mais moi, je me comprends et j'ose penser que de cette façon-là, on a une meilleure qualité de vie aussi, là, possiblement. Et là, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le système scolaire puisse s'adapter à cette réalité-là qui touche malheureusement de plus en plus de jeunes. Je vous dirais que oui, mais je pense que c'est pas tant de choses à faire que de choses à modifier. Dans la mesure de la façon, de l'angle à laquelle on devrait prendre nos interventions, ou on devrait plutôt mettre les interventions en place. C'est certain qu'au niveau de la formation du personnel, moi, je parle d'autant professeurs, direction, les spécialistes orthopédagogues, ces choses-là, à savoir spécifiquement de quels troubles on parle, de faire de l'enseignement au niveau de la vulgarisation à ce que c'est chacun de ces troubles-là. Et comme je vous expliquais tantôt, que c'est pas parce qu'on est dyslexique d'une façon que tous les dyslexiques, on devrait intervenir de la même façon. Et donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour en venir à bout, mais on pense tout de même pas à la coalition que c'est simplement une question d'investir à nouveau beaucoup plus de sous. C'est sûr que ça va passer par là, mais on doit ici et maintenant tout de suite voir de quelle façon peut-être prendre un meilleur enlignement pour être d'autant plus efficace et faire justement de la prévention et avoir de meilleures interventions là, auprès de nos jeunes. Et là, votre fils est âgé de quel âge aujourd'hui? 13 ans. 13 ans, donc ça le met en secondaire 1, secondaire 2. Secondaire 2, 13 ans. Oui. Comment il se porte? Je vous dirais que ces temps-ci, c'est un peu laborieux. Oui, parce que justement, il s'aperçoit, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, vous savez que la majorité de ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont très intelligents. Qui ont une très grande capacité, ils ont un excellent potentiel à apporter dans leur vie et dans la vie de la société en général. Et donc, il s'aperçoit que les exigences scolaires sont de plus en plus difficiles à respecter, à atteindre, parce qu'on tarde à mettre en place des adaptations qui sont spécifiques pour lui. Mais bon,
tant qu'on est là, il y a de l'espoir. Pour le moment, on essaie justement d'aider ces jeunes-là et de leur permettre de pouvoir s'accrocher et de continuer, puis de leur dire de ne pas lâcher. Et j'imagine qu'il y a plusieurs parents qui se reconnaissent aussi dans votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Anne-Marie Lécuyer, elle est porte-parole, une des porte-paroles, en fait, de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec.